Dans son très bel ouvrage de 2007, Une brève histoire des lignes, Tim Ingold, qui souhaite faire une anthropologie comparée de la ligne, expose son omniprésence dans nos vies, dans la nature ainsi que dans toute activité humaine. Qu'elles existent dans l'espace sous forme de fil, une pelote, un circuit électrique, des cordes de violon, un pont suspendu par exemple, ou qu'elles apparaissent sur une surface sous forme de traces, l'écriture, le dessin, les empreintes laissées sur le sol, qu'elles soient le résultat d'une coupure, d'une fissure ou d'une pliure, ou qu'elles soient fantômes, comme celles invisibles qui forment les constellations ou les frontières nationales, les lignes sont partout, nous dit Ingold, et dans toute ligne s'inscrit un geste, un mouvement. S'y pencher, c'est tenter de comprendre leur nature, la manière dont elles fonctionnent, de même que les conséquences profondes qu'elles ont sur la façon dont nous percevons le réel et agissons sur lui. C'est ce que nous tenterons en quelque sorte de faire avec la nouvelle En famille de Guy de Maupassant, parue en 1861 dans le recueil La Maison Tellier. Nous verrons que l'analyse de la multitude de lignes qui s'y inscrivent est d'un grand intérêt en sens qu'elle apporte un éclairage original sur la subordination de son personnage principal, M. Caravan, à la ligne droite et à la lettre. Sous le couvert de l'histoire comique, Maupassant expose l'incapacité d'un petit employé de bureau à se déplacer sur les différentes lignes verticales, ce qu'il condamne à la reproduction perpétuelle du même, à une horizontalité permanente et indépassable. Mais avant d'exposer cette analyse du jeu tout particulier des lignes dans En famille, nous commencerons par rappeler les éléments principaux de la nouvelle auxquels nous ferons référence. M. Caravan, petit fonctionnaire au ministère de la Marine, obsédé par l'avancement, mais incapable d'obtenir de promotion malgré ses 30 années de service, se déplace inlassablement entre son travail à Paris et Courbevoie, la pauvre banlieue où il réside avec sa famille. Sa mère de 90 ans, femme dure et autoritaire qui habite au-dessus de l'appartement des Caravans, meurt subitement. Cette dernière n'ayant laissé aucun testament, la femme de M. Caravan force son mari à descendre de l'appartement de la défunte une pendule, un marbre et une commode, de manière à ce que ces objets ne soient pas réclamés par l'autre fille de Mme Caravan, avertie de sa mort par une dépêche. Cependant, il s'avère que la mère n'était pas réellement morte et que ce n'était qu'une syncope. À la toute fin, lorsqu'elle se réveille, M. Caravan sera obligé de remonter les objets dans l'appartement de la fausse morte. C'est sur une ligne horizontale que s'ouvre la nouvelle En famille. Le tramway de Neuilly, nous dit-on, venait de passer la porte Maillot et filait maintenant tout le long de la grande avenue qui aboutit à la Seine. Cette ligne, constituée du trajet effectué par le tramway, lie d'un côté ce Paris où M. Caravan passe ses journées de travail, au foyer où se déroulent la plupart des événements de la nouvelle. Donc, la ligne du tramway représente une ligne du même. Ce transport effectue un mouvement continu et perpétuel de va-et-vient. Son trajet ne change jamais, toujours se reproduit-il de manière identique. Il part aux mêmes heures d'un point prédéfini à un autre point prédéfini pour refaire ensuite le trajet inverse. Remarquons tout de suite que ce tramway ne fait pas qu'emporter M. Caravan. Tout au long du texte s'opèrent des parallèles entre eux deux. On dit du tramway qu'il haletait comme une personne essoufflée qui court, une humanisation qu'il rapproche du mouvement perpétuel de M. Caravan qui craint ou cherche à plaire. Et la parenté du nom du personnage principal avec celui d'un moyen de transport n'est sans doute pas anodine non plus, considérant que la routine de ce dernier est celle d'une machine qui reproduit, qui refait constamment la même journée. M. Caravan, nous dit-on, avait toujours mené l'existence normale des bureaucrates. Depuis 30 ans, il venait invariablement à son bureau chaque matin par la même route, rencontrant à la même heure, aux mêmes endroits, les mêmes figures d'hommes allant à leurs affaires, et il s'en retournait chaque soir par le même chemin où il retrouvait encore les mêmes visages qu'il avait vus vieillir. Le déroulement de l'histoire elle-même se calque sur le trajet du tramway. Partant de Paris, avec les descriptions de la routine professionnelle de M. Caravan et du ministère de la Marine pour lequel il travaille, allant vers Courbevoie, lieu où se déroulent les événements familiaux, et finalement revenant à l'univers bureaucratique parisien avec la dernière lamentation de M. Caravan qui se demande comment il réussira à justifier son absence à son chef maintenant que sa mère est vivante. Le va-et-vient du tramway, cette ligne horizontale du même, c'est celle de M. Caravan, oui, mais c'est également celle de toute la nouvelle qui traite au fond d'une non-mort et donc d'un non-changement, d'une non-évolution, d'un retour au même.
On ne peut certainement pas dire pour autant que la nouvelle soit exempte de verticalité. Si l'axe horizontal se trouve caractérisé en famille par un certain nombre de formules, l'utilisation constante des adverbes encore, toujours, invariablement, même, les répétitions de comportements, de routines et d'habitudes, de même que les multiples lieux communs, la verticalité se trouve aussi évoquée par tout un vocabulaire qui, lui, réfère au changement d'état, à l'ascension, à l'accession à un échelon supérieur. On parlera alors notamment d'avancement, de gratification, de décoration, de place. La verticalité dans famille est d'abord celle de la structure hiérarchique du ministère de la Marine. Au sommet de cette structure, on trouve le chef et en bas, les subordonnés. Mentionnons que, graphiquement, la structure hiérarchique intègre à la fois horizontalité et verticalité. Les employés se trouvant sur une même ligne horizontale occupent des postes de valeur et de pouvoir similaires. La verticalité dénote les hiérarchies et l'autorité de certains points sur d'autres. C'est la verticalité qui appelle la différenciation. Pour François Dagonet, dans Écriture et iconographie, la verticalité dans le texte ouvre l'espace, le libère d'un temps de succession et d'uniformisation. Parallèlement, dans la nouvelle, le salut de M. Caravant passe par la convoitise des postes de ses supérieurs. C'est sur l'axe vertical que s'inscrit sa quête, son désir de changement. La famille, qui donne d'ailleurs son titre à la nouvelle, ou la lignée, autrement dit, comme pour la structure hiérarchique, est un assemblage de lignes. Tim Ingold explique d'ailleurs qu'il ne suffit que de mentionner le mot « line » à un spécialiste d'anthropologie sociale pour voir que la première chose qui lui viendra à l'esprit sera liée à la parenté ou à la généalogie. Dans sa représentation graphique de l'arbre généalogique, la famille partage un bon nombre de caractéristiques avec la structure hiérarchique. L'arbre généalogique a une horizontalité et une verticalité. L'axe horizontal est celui de l'indifférenciation, des points de même génération, et l'axe vertical indique un changement de niveau. L'histoire des arbres généalogiques nous apprend aussi que, de même que pour les structures hiérarchiques, des relations de pouvoir se jouent dans les représentations graphiques des familles. Pour les clercs du Haut Moyen Âge, l'arbre généalogique sert à définir les degrés de parenté en matière d'héritage et de prohibition matrimoniale. Il est particulièrement utile à la noblesse féodale, soucieuse qu'elle est de conserver ses titres de propriété et ses privilèges. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle l'arbre généalogique est le plus souvent représenté de manière inversée. Normalement, organiquement, les ancêtres devraient, sur l'arbre, être les racines et les descendants devraient être les branches. Or, lorsque l'enjeu était celui de la noblesse, les lignées étaient décrites comme des veines où coulait le sang dynastique, et cette coulée s'effectuait plus logiquement de haut en bas. De même que pour la structure hiérarchique, c'est le haut de l'arbre généalogique qui est le plus valorisé, plus près du ciel, plus près de Dieu, et il est l'image de la pureté originelle sans mélange. Dans famille, métaphoriquement, on voit bien que l'arbre généalogique se trouve également inversé. Il est dit dans le texte que c'est au-dessus de lui que M. Caravant avait installé sa mère. De même qu'au ministère, alors que, nous dit-on, M. Caravant gagnait son bureau vivement, le cœur plein d'inquiétude, dans l'attente éternelle d'une réprimande pour quelque négligence qu'il aurait pu commettre, la mère exerce sur son fils une autorité totale. Ce n'est qu'à travers ses admonestations et ses colères qu'elle nous est décrite. Lorsqu'elle s'adresse à son fils, toujours la mère demande-t-elle, impose-t-elle, exige-t-elle. Alors que M. Caravant s'écrase de chagrin devant la mort présumée de sa mère, le seul souvenir qu'il parvient à évoquer d'elle est celui d'un ordre qu'elle lui a donné alors qu'il était enfant. Je cite, « Il revit soudain sa mère autrefois, dans son enfance à lui, courbée à genoux devant leur porte là-bas en Picardie, et lavant au mince cours d'eau qui traversait le jardin, le linge en tas à côté d'elle. Il entendait son battoir dans le silence tranquille de la campagne, sa voix qui criait « Alfred, apporte-moi du savon !» Au terme de la nouvelle, la mère se réveille de sa syncope et c'est également comme figure d'autorité qu'elle nous réapparaît. Alors que Caravant se précipite pour l'aider, comme il le fait du début à la fin d'ailleurs, elle le fixe dans les yeux et lui dit « Toi, tu vas me remonter tout de suite ma commode et ma pendule. » De la même manière que pour la structure hiérarchique, l'autorité s'inscrit bel et bien dans la ligne verticale qui joint dans l'arbre généalogique M. Caravant à sa mère. On pourrait se demander si c'est bien un hasard, d'ailleurs, que ce soit pour le ministère de la Marine que travaille M. Caravant. Autrement dit, si c'est bien un hasard qu'il travaille pour le ministère de la Mer. L'autorité était l'une des caractéristiques de la ligne verticale au ministère. La convoitise, le désir de monter la ligne, en était une autre.
La ligne verticale dans l'arbre généalogique miroite ce désir d'une étrange façon. Relevons qu'en tout point, la femme de M. Caravant correspond à sa mère. Les deux femmes sont d'ailleurs appelées indistinctement Madame Caravant. Physiquement, leurs corps sont décrits exactement de la même façon dans leur sécheresse et leur maigreur extrême. Toutes deux sont des figures dures et autoritaires. M. Caravant, à la maison, dit se sentir toujours pris entre sa mère et sa femme. Il tente de plaire en les ménageant et en accédant à toutes leurs demandes, indifféremment à l'une comme à l'autre. L'ambiguïté entretenue entre mère et femme, entre les rôles et fonctions qu'elle ne cesse de s'échanger dans la narration, inscrit également le désir dans la verticalité de l'arbre généalogique. Parallélisme donc dans la nouvelle entre structure hiérarchique du ministère de la Marine et l'arbre généalogique de la famille, entre le chef et la figure maternelle, entre la subordination du commis de bureau et la soumission d'un père de famille dont on ne fait que remettre en question la légitimité. L'unique fois où il réussit à satisfaire sa femme en lui donnant la pendule, la commode et le marbre pris à sa mère, cette action se verra annulée par le réveil de la fausse morte et la remontée des objets subtilisés. Il n'y a pas d'ascension possible pour M. Caravant, ni dans la structure hiérarchique, ni dans l'arbre généalogique. Sans jamais totalement être au bas de la ligne verticale, le personnage principal se voit confiné à une sorte d'entre-deux d'où il n'arrive pas à se dégager. Cette impression d'être coincé au milieu de la ligne est d'ailleurs évoquée plusieurs fois dans la famille. L'homme n'habite ni en ville ni en province, mais dans cette banlieue décrite comme une campagne à dépotoir qui borde Paris. Décoré et récompensé pour ses 30 années de service, rempli d'orgueil, il se fait dépasser par tous les nouveaux venus. Monsieur Caravant habite le premier étage d'une maison qui en contient deux. Il se dit explicitement, comme nous l'avons déjà souligné, pris entre sa femme et sa mère, mais également pris entre sa femme et ses enfants sur lesquels il n'a aucune autorité. La nouvelle elle-même s'écrit dans une espèce d'entre-deux. Elle est comme une fissure dans l'atemporalité de la bureaucratie ministérielle qui reprendra tous ses droits une fois que l'événement déclencheur s'avérera non-événement. Convoitant le haut de la ligne, M. Caravant est confiné à l'horizontalité. Il est, nous l'avons vu, un peu comme ce tramway qui, de manière routinière et indépassable, se déplace entre Paris et la banlieue. Mais dans la nouvelle, un autre objet central s'apparente au trajet, à la ligne propre de M. Caravant, celui de la pendule qu'il descend de l'appartement de sa mère. Cette pendule est un symbole lourd de sens. Elle renvoie d'abord à la monotonie du temps qui, sans changement, s'écoule toujours également pour notre personnage principal. Elle est également un rappel du temps bureaucratique. Le ministère étant apparenté dans la famille à une administration militarisée, les fonctionnaires étant comparés à des prisonniers et à des forçats arrivés au carton vert, il est très difficile dans cette situation de ne pas songer à toute la vérité qui s'exprime dans la locution « faire son temps ». Et finalement, du simple point de vue du mouvement, tout comme M. Caravant, le bilboquet de la pendule tend constamment vers le haut, mais toujours revient-il inlassablement au même point. M. Caravant est En famille, l'homme pendule. Excusez-moi. Après nous être penchés sur le mouvement qui s'inscrit dans les lignes, celui horizontal du tramway, celui vertical et descendant de l'autorité, celui vertical et ascendant du désir, de la quête, concentrons-nous maintenant sur la ligne comme pont, comme moyen de communication entre les points qu'elle relie. Car faisant le lien entre deux pôles, nous verrons que la ligne possède dans la famille des propriétés que nous pourrions qualifier de contaminatrices. Prenons par exemple la verticale de l'arbre généalogique qui fait le lien entre la famille Caravant et la mère. Cette ligne lie au fond ceux qui vivent encore à celle qui est morte. D'un côté, nous avons la famille, les repas, les enfants turbulents. De l'autre, c'est le cadavre sur lequel des petites mouches grimpent, vont, viennent, se promènent sans cesse, visitent la vieille, attendant leur heure prochaine. Dans la nouvelle, cependant, s'effectue un drôle de renversement. La mère s'avère à la fin être bel et bien en vie, alors que c'est M. Caravant qui possède dans sa reproduction constante et perpétuelle du même d'incontestables points communs avec la mort. La ligne En famille, en joignant ensemble deux points, brise les contradictions, brise les oppositions. Elle les fait partager des caractéristiques qui ne devraient se manifester que dans l'un ou dans l'autre point. De la même façon, la ligne horizontale du tramway ne fait pas que lier Paris à la banlieue. Elle joint entre eux deux mondes, celui parisien du papier, de l'ordre, des convenances, de la discipline, de la bureaucratie, de l'écriture et du calcul, dont l'anthropologue Djagoudi dirait qu'il appartient à l'ordre de la raison graphique,
et celui de la famille qui s'inscrit dans les corps, dans l'oralité, dans les rituels, mais également pour les Caravans, dans leur déraillement. D'un côté, la ligne droite que Ingold qualifie d'idéal de la modernité. De l'autre, ce n'est certainement pas une coïncidence, le rond-point de Courbevoie, où habitent les Caravans, lieu où la ligne ne saurait être droite. Par rapport à la rigidité ministérielle, tout fait désordre dans la famille. Les deux femmes Caravans crient sur tout ce qui bouge, les enfants galopinent dans les ruisseaux de l'avenue avec tous les polissons du quartier. Le rituel de mort en est en même temps la parodie. Et soulignons particulièrement que c'est l'absence de papier, l'absence de testament qui, dans En famille, fait le plus désordre. Pour Michel Foucault, le corps est le premier lieu d'ancrage de la discipline. À l'inverse, dans la nouvelle de Maupassant, le corps devient le premier lieu où se manifestent tous les déraillements, tous les désordres possibles. Madame Caravant-Jeune en est sans doute l'exemple le plus éloquent. L'inhabileté de sa vêture, nous dit-on, avait toujours fait disparaître ses faibles attributs féminins qui auraient dû saillir avec art sous un habillage bien entendu. Ses jupes semblaient sans cesse tourner d'un côté et elle se grattait souvent, n'importe où, avec indifférence du public, par une sorte de manie qui touchait au tic. Le seul ornement qu'elle se permit consistait en une profusion de rubans de soie entremêlés sur les bonnets prétentieux qu'elle avait coutume de porter chez elle. La nouvelle d'Hélène Schipit annonce que c'est aux hommes qui devrait principalement revenir l'ordre de la raison graphique. Ainsi, nous parle-t-on des messieurs là du bureau, une épaule un peu remontée par les longs travaux courbés sur les tables. Les femmes, dans la même phrase, sont, elles, tout et seulement corps. Elles sont ces grosses dames aux toilettes farces, bourgeoises de banlieue, qui remplacent la distinction dont elles manquent par une dignité intempestive. La ligne de tramway, comme c'était le cas avec la verticale qui reliait la mort aux vivants, opérera cependant un dévoiement de cette dynamique anticipée. Si M. Caravant, qui travaille comme commis pour le ministère de la Marine, devrait appartenir plus au papier qu'au corps, c'est pourtant sa corporalité qui sera constamment mise de l'avant dans le texte. Et Mme Caravant, qui prend en charge le rituel de mort dans la nouvelle, qui secoue le buis sur sa belle-mère, devrait normalement se situer plus du côté de l'oralité. Or, c'est elle qui rapidement s'avérera être la vraie bureaucrate de la famille. Madame Caravant-Jeune, dans la nouvelle, est effectivement le personnage qui se soucie le plus du papier. Tous les soirs, nous dit-on, à la table et au lit, elle cause avec son mari longuement des affaires de bureau et bien qu'elle eût 20 ans de moins que lui, il se confie à elle comme à un directeur de conscience et suit en tous ses conseils. Madame Caravant manie l'annuaire de la marine. C'est elle qui songe au testament, à la déclaration à la mairie, aux commandes, à l'imprimerie, au notaire, au télégraphe. C'est aussi elle qui dresse des listes et maîtrise le calcul. Ainsi peut-elle, avec les prix et les valeurs précises en tête, juger de la profitabilité de l'échange de la commode de sa belle-mère pour le coffre dans lequel ils vont ranger, dans le fond, les hardes où ils ne savent pas où les mettre. Et il ne vaut pas 40 sous, déclare-t-elle. Alors qu'on dit que M. Caravant, de son côté, a épousé... Alors qu'on dit de M. Caravant, de son côté, qu'il a épousé sa femme sans dot, ce qui nous donne un indice fort important. Si cette dernière est une calculatrice, son mari, lui, ne sait pas compter. Alors que son métier de bureau devrait le rapprocher du papier, de l'ordre, de la ligne droite, tout dans la description qu'on en fait déraille. Il ne parvient pas à se souvenir de l'unique commission qu'inlassablement sa femme lui rappelle tous les jours. Toujours ramené à sa corporalité, il est un homme petit et gros, la figure bouffie, le ventre tombant entre ses jambes ouvertes. Plus loin, il a la figure rougeaude, le cou graisseux, le bedon tombant entre deux jambes flasques et grasses, toute sa rondeur apoplectique de vieil employé ramolli. Et lorsque sa mère meurt, plus rien n'existe d'autre de M. Caravant que son corps qui se défait et qui s'effondre, alors que le corps de sa femme, lui, disparaît pour laisser place à la stratégie, à la planification et au calcul. Il faut dire que le corps, comme l'oralité, comme le rituel, ne sont jamais victorieux contre le papier et la raison graphique en famille. On entre au ministère comme dans la maison familiale, à la façon d'un coupable qui se constitue prisonnier, d'un côté comme de l'autre. La lettre ordonne et domine le corps, elle subordonne, fait de M. Caravant son otage, que ce soit à travers sa femme bureaucrate ou à travers le ministère qui est comparé dans la nouvelle à cette longue et misérable servitude. Double inversé du colonel Chabert, où le papier avait déclaré mort quelqu'un qui ne l'était pas. En famille, met en scène un décès où c'est l'absence de papier qui pose problème. Absence de testament, oui, mais aussi absence de consignation de la mort par écrit.
Dans le colonel Chabert, comme dans la famille, ce sera la lettre qui aura le dernier mot. Qu'est-ce que je vais dire à mon chef? Laisse glisser M. Caravan à la toute fin de la nouvelle. La seule chose qui sera comptabilisée, au final, ne sera pas, on s'en doute, la non-mort de sa mère. Ce sera plutôt cette journée que M. Caravan aura paradoxalement perdu au service de la lettre.